Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous faire découvrir ces personnalités déterminées, ces personnes qui, près de chez vous, vont au bout de leur passion, au bout du monde et au bout de leurs rêves et qui vous en vendent un peu d'ailleurs, et à raison. Le rêve de découvrir le Népal, elles le touchent enfin du bout de leurs chaussures crantées, avec le cran de défier la montagne pour apaiser l'esprit. Le rêve et les cauchemars qui ravivent sans cesse la mémoire des cryptes. Le musée archéologique de Grenoble révèle près de 2000 ans de secrets. Et un peu plus près de notre ère, les légendes du Far West en font rêver au point de copier les chevauchées fantastiques des cowboys et des cowgirls. Cowgirls. Non, pas cool, cowgirls. C'est ça. Charlène, c'est une vraie discipline équestre qui s'appelle l'équitation western et vous en êtes une championne. Et on en est très fiers. Bienvenue. Merci. Vous allez nous faire découvrir cette spécialité qui est quand même bien pratiquée, quand même, en France. Oui. Dans un petit instant, et notamment cette discipline qui s'appelle le reining. On va apprendre l'accent tout à l'heure. Et en cet automne, alors que les toiles d'araignée voilent les citrouilles, on vous propose un vrai conte de la crypte. Anne Lasseur, bienvenue. Bonsoir. C'est vous qui allez nous conter cette belle histoire. Vous êtes la directrice du musée archéologique de Grenoble que vous allez nous faire découvrir en profondeur dans un petit instant. Et bonsoir Dorothée et Tiffany. Dorothée Berguet, vous êtes infirmière en psychiatrie et accompagnatrice en montagne. Tiffany, vous êtes une patiente et vous allez nous raconter l'histoire que vous écrivez ensemble et qui va vous guider dans quelques jours déjà vers le Népal. Tiffany, c'était votre rêve? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Népal? Beaucoup. Alors, déjà, c'est une belle aventure. Et je suis contente de la faire avec Dorothée. C'est lointain, ça représente encore... Enfin, vous allez le découvrir, autant garder toutes les surprises. Vraiment une contrée très lointaine, un voyage qui est rendu possible grâce à votre persévérance, à toutes les deux, à votre complicité et grâce à l'audace de Dorothée, alors qui a mené le projet fou d'amener des patients à 4000 mètres. Ça a fonctionné et donc désormais 5000. Avec un projet de film aussi qui va parler de la psychiatrie autrement et qui vise à lutter contre les discriminations, briser les tabous et notamment de la dépression. Voilà pour le pitch, Dorothée. Prouver que la montagne peut être un puissant remède. Oui. Alors, Voilà. au départ, le point de départ, vous êtes une passionnée de montagne? Oui, je suis passionnée de montagne depuis ma plus temps d'enfance. Je suis accompagnatrice moyenne montagne aussi. Et étant infirmière en psychiatrie, quand je suis arrivée dans l'hôpital dans lequel j'ai démarré mes fonctions... Il y a plus de 20 ans, c'est ça? Oui, il y a 25 ans. J'ai tout de suite proposé de monter une activité thérapeutique autour de la montagne. En tant qu'infirmière? En tant qu'infirmière. Vous n'êtes pas médecin, Non. psychiatre, mais infirmière? C'est ça. Et par conséquent, j'ai pu monter cette activité rando, qu'on appelait l'activité rando, et emmener des patients qui étaient hospitalisés en hôpital psychiatrique, parfois sous contrainte, en montagne régulièrement, et monter ce fameux projet dans lequel j'avais pu, à l'époque, emmener Tiffany déjà, faire un 4000, alors qu'elle n'avait jamais pratiqué la montagne jusque-là, ni l'autre patient qui venait. Mais ce n'était pas Voilà. le but au départ, c'était simplement d'emmener en balade en montagne, d'emmener vers l'air, prendre l'air Et et se balader. utiliser la montagne comme médiation thérapeutique, puisqu'elle a des vertus qui sont nombreuses. Lesquelles? Alors les vertus, je ne vais pas toutes les dire parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est déjà utiliser le spectacle de la nature comme outil d'apaisement. C'est créer des souvenirs qui peuvent être bien utiles dans les moments de souffrance, se ramener à ces souvenirs-là. C'est se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps. Être humble aussi devant cette nature montagnarde qui Oui. est puissante et qui est... Oui, et restaurer l'estime de soi, c'est valorisant d'atteindre un but, d'arriver au sommet. Lâcher prise, offrir une liberté suspensive.
Enfin, c'est plein de choses. Mais c'est pas simple, ce n'est pas évident d'oser affronter la montagne. Alors au départ, Tiffany, j'imagine, c'était très doux. Dorothée vous a amené en balade vers des jolis coins. Comment ça s'est passé, le début? Moi, c'est vrai que je suis pas. J'ai vite été transférée à Pourquoi je suis pas restée tellement longtemps à l'époque. Mais oui, j'avais fait 2-3 sorties de randonnée avec Dorothée. Et après, j'avais été transférée à Lyon. Et après, Dorothée, elle m'a contactée pour faire le 4000. Directement. Pour faire l'entraînement. Alors puis après, voilà, un 4000. Tiffany, je vous propose d'aller en montagne et de monter à 4000 mètres. Ça s'est passé à peu près comme ça? Parce que vous n'aviez pas d'expérience en montagne, Tiffany. Non. C'était pas vous n'étiez pas une passionnée de montagne du tout? Non, j'étais sportif, je faisais du foot, je courais, mais pas de montagne. Et pas la montagne. Tout de suite, ça vous a fait du bien d'aller en montagne? Oui, oui, déjà la nature et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi pour le mental et Vous la santé. souffriez, vous étiez à Lyon, en établissement pour une dépression, c'est ça? Oui. Une dépression lourde, longue aussi, d'1 an? Oui. Et dans ce process, en fait, vous vous êtes dit, bon, je vois pas, peut-être pas trop le rapport direct avec les soins, les traitements. C'est, d'après vous, Dorothée, un vrai traitement, en fait, les balades en montagne. Vous l'avez vécu comme ça? Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un médicament, oui, la montagne. Un médicament, oui, complètement. Bon, il faut s'entraîner quand même aussi. Il faut s'entraîner. Il y a aussi le fait que, pour rappeler le contexte, quand on est hospitalisé, il y a une perte de liberté quand même. Hein. Il y a des contraintes. Et rien que le fait de sortir les patients de l'hôpital, rien que ça, c'est assez fabuleux pour eux, pour nous aussi. Il n'y a plus le même lien soignant-soigné. La barrière tombe et c'est beaucoup plus fluide. Il y a davantage de complicité. On est tous face aux éléments, donc c'est très puissant. Ce qui se passe durant les sorties rando c'est vraiment très important. Ça renforce la confiance aussi. Ça renforce la confiance dans les autres aussi, en eux, mais aussi la confiance envers les soignants et qu'on va exploiter même au retour dans le service. Il va y avoir une complicité qui s'est créée et qui fait que le patient pourra s'engager davantage dans les soins, être plus à l'aise et se rendre compte qu'on est là pour lui, pour l'accompagner, bien qu'il puisse être hospitalisé sous contrainte. Donc c'est tout l'intérêt de cette activité-là aussi, au-delà de la nature, qui évidemment apporte énormément de choses. Et c'est ce que vous avez pratiqué pendant 23 ans, hein, pratiquement. Voilà, pendant 23 ans, voilà, oui. En voyant donc ces vertus agir véritablement sur vos patients. Ce sont des patients qui souffrent de dépression, névrose, psychose, voilà, des personnes qui peuvent être schizophrènes, voilà, qui peuvent toxicomanie, être alcoolisme, enfin tous les troubles psychiques possibles. Et pour chacun, ces randonnées en montagne, quels que soient les niveaux, en fait, on ne juge pas en fonction des niveaux. Voilà, alors on faisait des petits groupes, puisque c'est des groupes très hétérogènes quand même, et le but c'est que tout le monde atteigne le sommet. Donc c'est des sommets plus ou moins difficiles selon les groupes du moment. Mais on a pu faire pas mal de sommets, et principalement en Chartreuse. Oui, et puis les écrins. Et les écrins. Les écrins sur ce projet de 4000, ouais. Voilà, au-delà des mots. Un projet à part. Voilà, ouais. Au-delà des mots, MAUX. Aller sur le toit des écrins, à 4000 mètres, emmener Tiffany, avec un entraînement quand même, hein. J'imagine, Tiffany, il a fallu aussi sportivement se préparer. C'est un projet, vous avez adhéré tout de suite? Bah oui, allons à 4000. Oui, j'ai adhéré tout de suite, oui. Parce que je lui fais peur, ça, c'est pour ça. Ah, c'est vrai? Oui. Ah oui, là, donc, on passe de la montagne à l'alpinisme. Oui, là, toute la difficulté, c'était que, au-delà de la condition physique nécessaire pour un tel sommet, il y a de la technique, il y a de l'alpinisme. Donc, on s'était entraîné, on est allé à Chamonix. On avait chaussé les crampons quelques temps avant. Et puis, il y a l'altitude, supporter l'altitude, et ce qui rendait le projet particulièrement ambitieux, avec un risque supplémentaire quand on prend des traitements et qu'on souffre de troubles psychiatriques. On peut avoir
quelques soucis durant l'ascension, mais ce qui ne s'est pas passé puisqu'on était préparés et qu'on a veillé à une acclimatation optimale. Bon, on spoil et on va tout de suite voir cet extrait qui est très fort en émotion, ce sommet. Ce sommet, vous y êtes arrivé. C'est fatigué. Yes, bravo. Bien battu, super. Bon effort. Bravo coach. Super. Bravo guide. Super. Faut être fier. Là. On va plus loin. Sur le toit des écrans. Le du sommet de Dauphiné. Ça tenue. Hein? C'est un peu fou. Tiffany, quand on entend dans ce documentaire d'ailleurs, quand on passe les 4000, on gagne un nouveau statut en montagne. C'est ce que vous avez compris en arrivant là-haut? Non. Vous Non, étiez bah, aussi humble qu'avant, en fait. C'est ça? Vous l'avez regardé. Qu'est-ce qui représente ce moment pour vous? Le moment qu'on vient de voir. C'est un très beau moment, un très joli souvenir. Et que je suis fière de moi. Vous étiez fatigué quand même un peu? Oui. Ah oui, ça fatigue. Vous y avez cru? Toujours? Vous avez douté? Oui. Oui, il y a un moment, oui, vers la fin. Oui, vers la fin. Pas très loin du sommet où c'était difficile. Mhm. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est aussi que c'est une histoire qui est écrite ensemble, avec des moments à vivre. Donc, le sommet, c'est un objectif, bien sûr, mais c'est aussi de passer des moments ensemble. C'est une vraie aventure partagée. Vous tissez des liens avec toutes ces personnes. Ça aussi, ça représente beaucoup pour vous. Oui. Oui, bah, il y avait Haiti qui était venue aux 4000. C'était la directrice de Donc, l'établissement. Ouais. C'est vrai qu'on s'est cru touchant un petit peu. La vie en refuge, tout ça, c'est une découverte. Comment on dit, vaincre. Vous pouvez vaincre des craintes aussi, la Oui. crainte de la nuit en Dépasser refuge. ses limites. Ouais. Les nuits Oui. en refuge, on en a fait beaucoup. Et oui, c'est vraiment l'idée, c'est de parvenir à dépasser ses limites, ce qu'a fait brillamment Tiffany, parce que c'était loin d'être simple et tellement pas simple qu'elle est arrivée dans une meilleure condition que le psychiatre qui l'accompagnait. Ah oui. Ça, c'est Une cigarette au sommet. Ouais. Ah bon Ah bon, bah voilà. Et donc, le Népal, c'est dans quelques jours. Donc, cette fois-ci, c'est 5000 mètres. Donc, 1000 mètres de plus. Un projet un peu fou pour lequel vous vous êtes préparé. Et qui, ce projet en lui-même vous procure déjà confiance et bien-être, Tiffany? Oui, oui. Déjà, par rien que savoir que je vais partir au Népal, je suis contente. Et puis, ça va être une aventure, les 5400. Puis, ça va être aussi... ça va m'apporter beaucoup quoi, au niveau de la dépression. Donc, ça va aider aussi. C'est vrai que ça va... Avoir un but, c'est important, vous le savez? Oui, c'est très important pendant la dépression d'en avoir un. Mhm. Oui, puis il n'y a pas que l'ascension au Népal, il y a tout ce qui s'est passé durant un an où Tiffany s'est entraînée, je l'ai entraînée, on a fait beaucoup de sorties en montagne forcément, beaucoup de rencontres. On a aussi passé du temps avec on a 2 marraines en fait pour ce projet-là. On a Stéphanie Baudet qui est une ancienne championne du monde d'escalade qui était déjà pour le précédent projet la marraine. Et on a aussi Christine Janin, qui est la première femme française à avoir gravi l'Everest et qui a monté À chacun son son association À chacun son Everest, que tout le monde connaît, qui nous soutient. On a passé du temps avec elle à Chamonix et Tiffany a pu faire pas mal de rencontres à travers les sommets parcourus. Puisque l'idée, c'est aussi de remettre du lien, resociabiliser. On a tendance à se replier quand on n'est pas bien et ces randos, c'était aussi l'occasion de remettre du lien. Et puis, 13 millions de Français souffrent d'un
troubles psychiques. On est là pour parler de la santé mentale et pourtant, les troubles psychiques n'ont jamais été aussi mal connus, sont stigmatisés encore aujourd'hui. Un Français sur 5, c'est énorme. Et donc, votre démarche vise aussi à tout l'objet de casser cette ça. démarche. Oui, il y a, effectivement, il y a Tiffany qu'on va accompagner sur le chemin, enfin que je vais accompagner sur le chemin de la guérison à travers cette ascension et toute cette année qu'on a passée ensemble. Mais l'idée aussi, c'est d'en faire il va y avoir un documentaire qui va être fait. Il y a un réalisateur qui nous suit. Pourquoi ? Pour pouvoir mettre en lumière, déstigmatiser la maladie mentale et aussi prouver que la montagne peut être un puissant remède et qu'elle soit davantage proposée dans les établissements de soins. Voilà, c'est vraiment, il y a 3 objectifs. Il y a accompagner Tiffany et il y a aussi montrer que les patients souffrant de troubles psychiques peuvent aussi dépasser leurs limites et bien au-delà de ceux qui n'ont pas de problématique d'ailleurs. Et aussi prouver vraiment que la montagne peut être un puissant remède. Et on peut vous aider. Vous avez une petite page sur Hello Asso. Donc, ça. Au-delà des 5000 mètres au-delà des mots. 5000 mètres au-delà des Voilà. mots. On peut On a déjà pas mal de donateurs privés, des mécènes, et surtout on a la fondation Falrec, je voulais citer, qui principal soutien financier. Mais évidemment, on est preneur de tous les soutiens possibles Tout type de contribution. pour mener à voilà. bout ce projet et continuer voilà. Bravo à vous d'avoir déjà pu conduire cette magnifique aventure et on vous souhaite de passer des moments merveilleux. Vous reviendrez nous en parler, promis ? Promis, pas de souci. Merci en tout cas. Eh ben, merci à vous. Alors, on passe des sommets à l'outre-tombe tout de suite avec vous, visite guidée. Je suis obligée de la faire, Anne Lasseur. Vous me voyez venir ? Oui, tout à fait. Anne Lasseur, c'est un magnifique prénom qui nous rappelle Barbe Bleue. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Il n'y a pas toujours, mais en tout cas au musée archéologique, beaucoup de choses. Oui, parce qu'il faut regarder en dessous et pas forcément au-dessus. Voilà, il Pour faut rappeler, savoir c'était- où poser son regard. Voilà, c'était la sœur pour ceux qui n'ont pas la référence. Allez réviser vos contes de Perrault. Donc, sœur Anne qui a le beau rôle et qui guette alors Qui guette. la femme de Barbe Bleue, sa sœur, donc... Est en ouais. fâcheuse posture. Voilà, est en passe d'être exécutée, mais heureusement sa Ouais. sœur l'aide, bien sûr. Donc voilà, pour la petite histoire, la grande histoire, c'est que vous êtes la directrice d'un site qui est unique en France et qui permet de voir des vestiges à ciel ouvert et de révéler aussi les secrets des populations, mais même de notre population, nos origines et notre mode de vie grâce à un gros travail de recherche. Donc un travail qui est évolutif et qui est très richement documenté grâce à notre pôle scientifique. Et Absolument. Tout ça, c'est le musée archéologique de Grenoble. Absolument. Donc, la plupart des Grenoblois passent à côté de chez nous, mais en fait, ils ne savent pas qu'on est là. On y va, regardez, on va le voir. hein. Voilà. Tout de suite, ce musée, on y Ce va. musée. On va- est là, on vous y- voyez où on voilà, est. hein c'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui montent courir à la Bastille contournent cette petite église, passent sous le tunnel, et à l'entrée du tunnel, nous sommes là. Et comme nous sommes un des 11 musées du département, nous sommes gratuits. On Donc, pousse la porte et on on rentre. pousse la porte et on entre. Dans un des plus vieux quartiers de la ville. Alors, un des plus anciens qui soit toujours en place, puisque, par exemple, quand on va dans le centre-ville, sous le musée de l'Ancien Évêché, il y a les restes du baptistère. Donc, le sol de Grenoble a livré d'autres souvenirs. Les origines Mais- de Cularo, comme on Absolument, la ville à cette antique. Mais la particularité ici, c'est qu'on est sur le premier cimetière de la ville de Grenoble. C'est-à-dire que dès l'époque romaine, c'est dans ce quartier, de l'autre côté de l'Isère, qu'on est venu inhumer la population grenobloise. C'est dès l'époque carolingienne ou Romaine, ça- fin de l'époque romaine, 3e siècle. Ah ouais, Les- troisième siècle les- déjà. Les les premiers, tombes- ça c'est un cimetière... C'est un cimetière qui est occupé dès la fin de l'époque romaine et qui va être utilisé jusqu'à la Révolution française. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur ce site en continu, on peut étudier la manière dont les populations ont été inhumées, les rituels, les objets qui pouvaient les accompagner, et aller même un peu plus loin grâce aujourd'hui aux études scientifiques. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait autant de sépultures, qu'il y ait autant... C'était un cimetière, donc c'est un cimetière à ciel couvert, mais sans... on voit donc ces ossements un petit peu partout. Oui. Il y avait des sépultures tout le long de la voie romaine, en fait. Alors, chez les Romains, effectivement, on sépare très
précisément le monde des morts et des vivants. Et donc, on les enterre pas à l'intérieur de la ville, mais tout de suite sur la voie romaine qui sort. Et donc, ici, on est sur le chemin de la voie romaine qui va vers la route de Vienne, qui est à mi-pente et dont l'intérêt, c'est qu'on n'est plus en zone inondable, mais dans une zone suffisamment meuble pour qu'on puisse inhumer des corps dans la terre. Ce cimetière, il va être occupé à partir de la fin de l'époque romaine et l'usage va se poursuivre au Moyen-Âge, à la Renaissance, siècle, hein, c'est ça? au XVIIe siècle, Carrément. jusqu'en 1793, à la Révolution française, date à laquelle on interdit la construction des cimetières en centre-ville. En revanche, à l'époque romaine, c'est le seul et unique cimetière de la ville de Cullaro. Et à partir du Moyen-Âge, le rapport à la mort change complètement. C'est-à-dire qu'au contraire, on ne met plus les morts à l'extérieur, on s'approche d'eux. On pense que, je dirais, les personnes saintes ou reconnues comme telles dans la communauté ont une aura dont on pourrait bénéficier. Et donc, on fait en sorte d'être enterré au plus proche de l'Église et au plus proche des personnes les plus prestigieuses de la communauté. Et donc, à partir du Moyen-Âge, ce n'est plus le seul cimetière de l'époque, enfin de la ville de Grenoble, mais c'est le seul à Grenoble qui a connu cette occupation en continu. Et c'est aussi le seul en France qui a été découvert et qu'on peut aussi étudier de cette façon. Alors, les fouilles ont débuté dans les années 70, à la fin des années... en 78, Voilà. précisément. Donc, on a pu apprendre qui étaient ces personnes qui Oui. étaient donc... Des Grenoblois, tout simplement. Alors en fait, surtout, on avait complètement perdu la trace de cette histoire. C'est parce que le sol de l'église était instable, qu'on a fait des sondages, qu'on s'est dit il faut faire des travaux, analyser ce qui se passe, comprendre. Et qu'en faisant ces premiers sondages, on a découvert des sarcophages mérovingiens. On s'est dit, quand même, c'est une découverte exceptionnelle, c'est important. Et puis ensuite, on a fouillé dans le jardin qui est autour, qui est en fait le carré de l'ancien cloître. Et là, on est tombé très vite sur des vestiges romains. Et là, tout à coup, ça devenait une découverte exceptionnelle et vraiment rarissime en France. Et donc, ces fouilles ont duré 15 ans. Et ont permis de créer ce musée. Donc, c'est un site naturel, mais également un musée. Mais un musée. Voilà, un vestige transformé en musée départemental. Exactement. Donc, avec une scénographie qui raconte cette histoire, qui met en lumière. Il y a un gros travail technique. Alors, il y a un gros travail technique qui a été fait il y a une dizaine d'années. Et donc, vraiment, on arrive par le haut du site, comme si on était depuis la tribune de l'orgue. Et on a cette vue perspective qui, en même temps, est un peu effrayante, parce que la nef est entièrement éventrée. On ne voit que tombes, soubassement d'architecture. Et puis, Ça semble irréel. Hein. Ça semble irréel, mais ça l'est. Enfin, même moi, je ne décor. m'habitue pas. Enfin, ça reste à chaque fois un choc. Et puis, par des systèmes d'escaliers et de tribunes successives, on descend et on se rapproche des vestiges. Et on vient au plus proche des squelettes. Ça vous choque, comme vous dites, mais est-ce que vous êtes la directrice, vous êtes aux commandes de musée, est-ce que vous leur inventez une histoire à ces personnes? Est-ce que vous imaginez aussi? Parce que ça fait appel à l'imaginaire. Alors, on s'interdit d'imaginer, parce qu'on est plutôt dans la recherche du respect de ces individus qui ont été inhumés ici, et de plutôt restituer leur histoire, leur parcours de vie, en fait. Et grâce à des outils numériques. Grâce à des outils numériques, notamment, et grâce à des analyses scientifiques extrêmement pointues. Par exemple, on peut, comme on fait pour le tronc d'un arbre, couper une dent, analyser les cernes de progression de l'émail dentaire et en déduire les périodes de bonne ou de mauvaise alimentation ou l'âge du sevrage pour les enfants quand ils quittent le sein de la mère. Et alors ça, c'est grâce à un partenariat avec le CEA notamment? C'est l'odontologie. L'odontologie, oui. L'étude des dents. Des dents et des séments dentaires, c'est-à-dire des structures d'évolution et de construction de la dent. D'accord. Il y a aussi la paléopathologie. Oui, alors ça, c'est plus simple, ça nécessite moins de techniques d'investigation. C'est comme on voit dans toutes les séries avec des médecins légistes, c'est-à-dire qu'on regarde le squelette et on essaie de comprendre. Et notre corps, tout au long de notre vie, conserve énormément de signes de nos modes de vie. Donc, évidemment, les choses les plus évidentes, ce sont les fractures, les cassures, les déformations, les traces de la syphilis, les déformations de croissance qui vont faire que l'os va pousser de façon plus arrondie que vraiment de façon droite, mais aussi notre alimentation. Oui, la paléoalimentation. Voilà. C'est une des disciplines que nous exploitons ici au musée. Tout ceci nous apprend sur les modes de vie de ces personnes, de ces populations à travers les siècles. C'est ça, bien sûr. Et donc, si on prend un petit morceau de phalange du pied,
c'est le protocole, et qu'on le soumet à un certain nombre d'analyses, on va pouvoir en déduire la proportion d'azote et de carbone, qui va par déduction nous dire la proportion d'aliments carnés ou végétales. Et on peut même aller jusqu'à distinguer si c'est du poisson de mer ou de rivière, des légumes ou des légumineuses. Et en fait, ce n'est pas le résultat en soi qui est intéressant, c'est sa mise en perspective au cours des siècles. C'est en ça que le site de Saint-Laurent est important. C'est-à-dire qu'on peut comparer 2000 individus sur la longue durée et voir selon les périodes les différences alimentaires entre hommes et femmes, ou un homme âgé qui a une alimentation entre guillemets féminine pour l'époque. C'est un scan de l'évolution presque, de notre évolution récente, bien sûr, et des pratiques. Et ça, c'est aussi, ça valorise, c'est possible et c'est unique en France grâce aussi au pôle scientifique qu'on a ici à Grenoble. Oui. Donc il y a un certain nombre d'analyses qu'on a pu confier au CEA. Et un partenariat avec la Casemate. Un partenariat avec la Casemate, oui, parce que l'enjeu pour nous, c'est ensuite de transmettre réellement les contenus. Et notre projet, c'est vraiment que un enfant, à partir de 7-8 ans, il puisse accéder au contenu et on l'accompagne et on l'emmène le plus loin possible. C'est-à-dire qu'en emmenant les enfants, on emmène aussi les adultes. Donc on a un certain nombre d'analyses qu'on a pu faire. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, en fait, il y a un individu qui a fait une chute de tout son poids sur ses jambes. Et la dernière dorsale est complètement écrasée. Et c'est vrai que quand on est dans ce musée, on a envie de toucher les ossements, on a envie de comprendre. Et donc, on a travaillé avec la Casemate. Donc, on a fait un scan 3D de 3 vertèbres. Et ensuite, on en a fait une réduction 3D. Et on peut la toucher. Et on peut la toucher et on peut comprendre. Et on essaye d'expliquer un peu tout ce travail qu'on fait en coulisses, d'observation, de comparaison entre un os sain et l'os qu'on présente, qui a des pathologies qui sont intéressantes à expliquer. Et si on est encore plus curieux, donc si on s'intéresse à toutes ces disciplines, on peut commencer très tôt, puisque, on le rappelle, c'est gratuit, c'est pas seulement une visite, c'est un outil de recherche, et donc vous proposez aussi, vous accueillez des centres de loisirs, des scolaires, et vous pouvez proposer des ateliers archéologiques. Oui, alors tous les étés, Laetitia propose des ateliers d'initiation sur une journée, et donc on fouille pour de vrai. On fouille pour de vrai dans des bacs à sable, et on voit vraiment depuis le début jusqu'à la fin et la restitution de l'objet dans une vitrine. Et on apprend vraiment les méthodes rigoureuses de travail d'un archéologue aujourd'hui sur le terrain. C'est absolument passionnant, tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est que vous restez dans le cadre de la science et du respect de ce que l'on sait de ces personnes. Oui. Alors que nous, on imagine un visage, une histoire. Alors, c'est vrai que par moments, on s'autorise, et notamment au moment d'Halloween, où là, tout à coup, là, on lâche les brides et on organise un certain nombre d'événements festifs. Et bon, là, dans les jours qui viennent, effectivement, c'est le cas, tout à fait. Avec eux, ce sont des personnes et non plus des ossements. Voilà, ce sont des personnes. On va poser des bougies et on va proposer un certain nombre d'animations. Mais en parallèle, on propose aussi des ateliers de philo qui sont menés avec une médiatrice qui est vraiment formée à ça. Et on va proposer aux familles, aux adolescents, aux adultes de venir se poser dans la crypte tranquillement pour échanger sur ces sujets très forts. Un autre rapport à la mort. Qui a un autre rapport à la mort et que ce lieu permet d'aborder de façon très libre en fait. D'accord, c'est toujours intéressant, de toute façon, de passer la porte de ce musée, vraiment pas comme les autres. C'est une chance de l'avoir sur ce territoire et vous devez vraiment avoir des journées passionnantes, Anne. Oui. Il y a des chevaux parmi les ossements? Alors, non, on n'en a pas trouvé. On était plutôt des ossements alimentaires du type cochon, agneau. D'accord. Mais pas de chevaux. Eh bien, pas de chevaux. On va les rencontrer quand même, les chevaux, avec Charlène, tout de suite. Merci, Anne. Parce qu'on a tous rêvé, même moi, alors que pourtant, les westerns, c'était pas forcément mon truc, mais alors celui-là, vous le reconnaissez ou pas, Charlène? Je pense que ça va venir. Alors voici les westerns, donc la discipline équestre. J'espère que c'est pas ça que vous pratiquez, parce que si le but c'est d'éviter celui qui va nous tirer dessus, c'est pas génial. Le bon, la brute et le truand, hein? Voilà, Clint Eastwood. Vous l'avez aimé? Vous avez rêvé devant? Alors, moi, je suis venue à l'équitation western pour l'amour des chevaux et l'amour de l'équitation et du sport équestre que ça représente. Il y en a beaucoup, là, pas aussi. Spécialement pour la culture équestre, la culture western, je le reconnais. Il y en a qui viennent à l'équitation western, effectivement, pour cette passion des États-Unis, cette passion des westerns.
Moi, c'est pas tout à fait mon cas. C'est vraiment la passion de la race des quarter horse. Quarter horse. Exactement. Donc, D'accord. c'est parce qu'il s'appelle le quarter horse parce que c'est des chevaux qui sont capables de courir des quarts de mile à une vitesse très impressionnante. Donc, c'est pour ça qu'ils portent ce nom-là. Et du coup, c'est des chevaux effectivement qui viennent du territoire américain. Mais c'est vrai que moi, j'y suis venue pour la passion de cette race, la passion de le caractère de cette race. Et non pas pour le du sport. quadrille et le chapeau. Non, je suis une mauvaise élève de l'équitation pas western. Et ben donc vous êtes là aussi pour nous parler de l'équitation western, la discipline, même s'il y a quand même tout un folklore. On garde effectivement le patrimoine culturel de l'équitation western. Effectivement, on doit monter avec toujours le chapeau qui reste indispensable, les chaps et la selle western évidemment. On le regarde tout de suite, ce chapeau, puisque alors c'est une vraie mise en scène. Hein. Là, ça c'est une compétition officielle, puisque c'est une discipline officielle de la Fédération française d'équitation. On voit que déjà, alors vous bougez pas beaucoup, vous, mais alors lui, il bouge vite, il freine très très vite. C'est ça qu'on appelle le reining. Exactement, ça c'est la Pourquoi discipline du reining. Ça consiste en quoi? l'occurrence, cette vidéo, c'est les qualifications pour l'équipe de France pour les championnats du monde. Et le reining, ça consiste en quoi? Et bien en fait, ça, comme le nom l'indique, c'est reine. Et du coup, c'est guider le cheval avec les rênes. Le cheval doit être entre les rênes. Et finalement, c'est issu du travail des cow-boys dans les ranchs où on devait... Pour conduire le bétail. Exactement, pour conduire le bétail, aller très très vite, en même temps pouvoir s'arrêter pour pouvoir intercepter une vache. Et tout ça en ayant un cheval vraiment à l'écoute, volontaire. Et c'est ce qu'on juge actuellement du coup dans ces compétitions-là. Mais il y a des gestes, on voit que là vous pliez le coude. Tout à fait. Et donc on ne tient un renne qu'avec une seule main. Tout à fait. Et en fait, le cheval doit rester dans ce qu'on appelle le couloir de rêne, c'est-à-dire entre les deux rênes qu'on tient d'une seule main. Et c'est ça le reining, c'est conduire le cheval entre les rênes. Donc c'est compliqué puisque vous avez appris. Alors déjà, c'est une pirouette. Je sais pas comment Ça s'appelle un spin, mais effectivement, c'est l'effet d'une pirouette. Le cheval doit tourner très vite sur lui-même en fixant ses postérieurs. En fait, il doit déplacer ses épaules autour de ses postérieurs. Mais dites donc, c'est pas simple, c'est hyper technique. C'est technique, c'est pour ça que ça reste un sport équestre et comme n'importe quelle discipline sportive finalement de haut niveau, ça reste technique, des heures d'entraînement. Mais voilà. Vous adorez ça. C'est dangereux quand même, parce que si on freine d'un coup et qu'on passe par-dessus, parce qu'il freine très, très... C'est pour ça qu'avant, il faut avoir un petit peu de quelques kilomètres d'équitation. C'était votre cas? Vous aviez commencé par l'équitation tout court? Pas moi. Moi, j'ai commencé directement par l'équitation western parce que mes parents en faisaient en fait. Donc du coup, dès l'âge de 10 ans, ils m'ont mis sur un cheval et du coup, par ce biais-là. Vous êtes tombée dedans? Voilà, je suis tombée dedans. Dans la marmite. Exactement. On va voir des photos là tout à l'heure. Mais d'abord, cette discipline, en fait, sur quoi est-ce qu'on se base pour la juger? Parce que c'est à la fois artistique aussi. Il y a une tenue, il y a des critères. Non, il n'y a pas de notes artistiques sur ces disciplines-là. En fait, il y a juste des notes techniques. Et le parcours en fait qu'on fait est imposé par le jury. Et en fait, les juges du coup vont du coup juger la réalisation de la manœuvre et à savoir est-ce que le cheval le fait. Déjà, ce qui est très important dans l'équitation western, c'est qu'on veut des chevaux coopératifs qui le font avec plaisir. Les juges doivent sentir que le cheval est heureux d'être là. Donc ça, déjà, c'est une vraie prise de note. Et après, c'est la réalisation. Donc, c'est effectivement le spin. Par exemple, si on prend cette vidéo-là, il faut qu'il soit... Le spin, c'est effectivement la pirouette. Il faut qu'il soit rapide, rythmé, que le cheval soit cadencé dans ses foulées et que l'arrêt soit parfait. Typiquement, ce n'était pas le cas ici, donc j'ai dû prendre une pénalité. Ah, d'accord. Vous êtes humain. Oui, c'est ça. Ça reste un sport. Donc, voilà. On peut le pratiquer ici, dans la région, dans tout type de club d'équitation? Alors, pas spécialement dans tout type de club d'équitation, parce qu'il faut des chevaux adaptés à cette discipline-là. Donc, il faut une cavalerie adaptée. Néanmoins, la région Rhône-Alpes est la région la plus dynamique de France sur cette discipline-là. Et vous avez de nombreuses structures autour de Grenoble et au sein de l'ensemble de la région, vous pouvez pratiquer ce sport. Oui, alors complètement par hasard, le hasard de votre invitation. Donc dans le JDE, le journal des enfants, eh bien à la une, c'est l'équitation western. Exactement. Donc on connaît un boom en ce moment avec davantage de licenciés aussi. Oui, tout à fait. L'équitation western se développe beaucoup vraiment en région Rhône-Alpes. C'est vraiment la région la plus dynamique pour ça. Et on a un comité régional d'équitation qui pousse vraiment par son président Jacques Navarro à développer cette discipline-là. Et en ce moment, c'est la période d'Équitalion
Et du coup, Équitalion a un immense hall dédié à l'équitation western où vous pouvez du coup aller rencontrer ces chevaux, rencontrer les disciplines. Parce que l'équitation western, c'est un groupe de disciplines et en fait, il y a 19 disciplines d'équitation western. Dont le reining. Dont le reining, C'est tout à ça. fait. Les autres, c'est quoi? Il faut aller attraper un veau? Alors, il y en a où c'est ça, il y en a où c'est discipline de ce qu'on appelle de ranch, où en fait, on va reproduire dans un manège du coup les différents obstacles que les chevaux ont l'habitude d'avoir dans leur ranch où ils doivent travailler, ouvrir des portes, passer des rondins de bois, des choses comme ça. Donc, c'est très ludique, c'est ce qui attire un petit peu plus les enfants parce que le reining est très technique, un petit peu à l'image du dressage. Donc ça permet d'être un petit peu ludique. Et on a aussi tout ce folklore. J'imagine qu'il y a des fêtes un peu quand même assez sympas où on danse ou avec, avec tout notre à chapeau. fait. On peut voir alors les petites photos. Vous nous les aviez confiées. Ça, Voilà, c'est ça a vous, commencé tout comme petit. ça. Voilà. Et ça, c'était un quarter horse aussi? Non, ou pas du tout. Ça, c'est un poney. Ah, jolie cette photo. Et donc votre alors ça s'appelle CJA Quarter Horse, voilà. la structure. CJA Quarter Horse et c'est aux Exactement. Échelles. Tout à fait. Voilà, donc Voilà la en structure. Isère avec tout ce qu'il faut pour pratiquer cette équitation western qui est bourrée de bonne humeur. C'est ça aussi, Exactement. le plus important. Ouais, Là, vous nous promettez, vous ne montez plus, puisque je crois que... je ne monte plus en compétition. Voilà, avec un bébé en préparation, félicitations. Merci. Voilà, il faudra reprendre aussi dans quelques temps. On Oui, voit que l'histoire va j'espère continuer. reprendre rapidement les terrains de concours. Très bien. Eh bien, on a une petite idée de vos coups de cœur, mais pourtant, on va voir tout de suite. Allez, on a une petite minute pour faire le tour des bons plans. On échange le chapeau contre un casque? Allez, on fait ça. Évidemment. Effectivement, qui dit monter, on peut monter à cheval, on peut monter une moto, on peut faire de la moto, on peut faire de la moto américaine, on peut faire de la Harley Davidson. Et il y a une concession Harley Davidson du coup à Grenoble où j'aime bien passer du temps. Parce que... Avec votre famille. Avec ma famille, exactement. Ici sur ce puisque plateau, il n'y a pas très ma maman, longtemps. effectivement, qui a cette concession. Donc, effectivement, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et on peut aller découvrir des motos, on peut aller faire un billard, on peut aller boire un café, on peut aller passer du temps. Voilà, là-bas, il y a cette culture américaine aussi. Exactement. Voilà. C'est ça qui est très sympa. Eh bien, merci. Donc, pardon, j'en profite pour vous demander le retour à la compétition. C'est pas pour tout de suite alors? J'espère mars. Ah, quand même, déjà. Ouais, j'espère. D'accord. Avec les championnats de France? Qui seront effectivement en juillet, juin, fin juin. Et du coup, j'espère effectivement être opérationnelle pour les championnats de France fin juin et les championnats d'Europe individuels mi-juillet, qui seront en région parisienne. Eh ben, on suivra ça. Très bien. Sur le papier, vous êtes parmi les favorites. Sur le papier? Sur le papier. Pardon, Oui. c'était pour la petite transition. Votre petit coup de cœur à vous, Oui, Anne, moi, c'est alors- le papier? Moi, mon coup de cœur, c'est le papier. C'est une boutique atelier qui est tout en haut de la Rutière quand on arrive vers l'estacade, qui s'appelle Origami Papier. Et ce que j'aime particulièrement dans cette boutique, c'est qu'elle est capable de faire des choses absolument gigantesques, incroyables avec cette matière et des choses absolument délicates et fines. Idéogramme. Idéogramme. C'est du décor C'est du éphémère. décor éphémère. C'est, C'est des carnets, c'est des ateliers pour apprendre et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Je me régale à chaque fois que je passe devant la vitrine aussi. Caserne de Bonne. Dans ce quartier. Dans ce quartier. Caserne de Bonne. Ouais. Très bien. Idéogramme, merci. Bon, on reste en hauteur avec vous, avec votre petit coup de cœur, mais dans une petite cabane. Voilà, c'est des magnifiques cabanes au cœur du massif de la Chartreuse, cabanes chartreuses insolites, dans lesquelles on peut passer des séjours, un week-end, et dans lesquelles j'ai la chance, moi, de passer du temps dans le cadre de journées de méditation que j'organise régulièrement. Donc c'est un peu aussi mon bureau, c'est un chouette bureau, mais surtout c'est vraiment magnifique pour y passer un week-end en famille ou entre amis. Je recommande vivement. Très Très apaisant. chaleureux, très cosy et vraiment en plein cœur du massif de la Chartreuse. Et ça Avec rapproche. plein de randos possibles autour. Et ça Merci. rapproche. Merci beaucoup. On vous Merci souhaite, à vous. Dorothée et Tiffany, une merveilleuse aventure au Népal. Tenez-nous au courant, bien sûr. Merci. Beaucoup, Anne Lassor. Rendez-vous au musée archéologique de Grenoble. Et bien sûr, Charlène, plein de bonheur et de belles compétitions à venir. Et à vous tous, merci beaucoup pour la fidélité. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignard Résidence.